Le brouillard s'accrochait aux rues étroites de Grenoble en cette soirée de novembre 1983. La ville universitaire, nichée au cœur des Alpes françaises, s'enveloppait dans un silence presque complet. Seuls quelques étudiants tardifs traversaient encore le campus, pressés de rejoindre la chaleur de leur logement. Valérie Rousseau, étudiante en 4e année de médecine à l'université Joseph Fourier, venait de terminer son service de garde à l'hôpital universitaire. 23h30. Les lumières jaunâtres des lampadaires créaient des halos diffus dans la brume épaisse qui enveloppait les bâtiments anciens. Valérie avait l'habitude de ces retours tardifs, son appartement se trouvant à seulement 15 minutes à pied de l'hôpital. Cette nuit-là, le chemin habituel de Valérie la menait à travers le parc Paul Mistral, un raccourci qu'elle empruntait régulièrement malgré les avertissements de ses amis. Le parc, habituellement animé en journée, se transformait la nuit en un labyrinthe d'ombres et de silence. Les premières traces de l'agression ont été découvertes par un jogger matinal, François Duplantier, à 6h12 le lendemain matin. Le sac de Valérie gisait près d'un banc, son contenu éparpillé sur le sol humide. Son badge d'hôpital brillait faiblement dans l'herbe mouillée. À quelques mètres, les enquêteurs ont retrouvé Valérie, inconsciente, gravement blessée à la tête et au torse. L'inspecteur Mason Reed, un Américain d'origine travaillant pour la police judiciaire de Grenoble depuis 3 ans, fut le premier officier supérieur à arriver sur la scène. Accompagné de la lieutenant Sylvie Laurent, spécialiste des agressions sexuelles, ils ont immédiatement établi un périmètre autour de la zone. Le visage grave, Reed a ordonné que les techniciens de la police scientifique collectent chaque fibre, chaque empreinte, chaque indice potentiel. C'est le 3e cas d'agression dans ce secteur en 2 mois, a noté Laurent en examinant les premières constatations. Mais celui-ci est différent. L'agresseur a pris son temps. Il a laissé des traces. En effet, contrairement aux cas précédents classés comme des vols avec violence, l'attaque contre Valérie portait les marques d'une préméditation troublante. L'agresseur avait utilisé un objet contondant, probablement une barre métallique d'après les premiers examens médico-légaux. Mais ce qui intriguait particulièrement les enquêteurs, c'était la méthode. L'agresseur avait attaqué par derrière, avec précision, évitant les zones létales tout en infligeant des blessures suffisamment graves pour neutraliser sa victime. Les techniciens ont relevé des fibres textiles inconnues, des empreintes partielles sur le badge hospitalier. Et, élément crucial, des traces biologiques sous les ongles de Valérie, indiquant qu'elle s'était défendue. Elle a griffé son agresseur, a confirmé le docteur Philippe Mertens, médecin légiste, en prélevant soigneusement les échantillons. Ces cellules épithéliales pourraient nous donner un profil, mais le « mais » résonnait comme une sentence. En 1983, l'analyse ADN n'en était qu'à ses balbutiements. La technique développée par Alec Jeffreys au Royaume-Uni commençait à peine à être connue dans les milieux scientifiques. La police française, même dans une ville universitaire comme Grenoble, ne disposait pas encore de telles technologies. Pendant que Valérie luttait pour sa vie à l'hôpital, plongée dans un coma dont les médecins ne pouvaient prédire l'issue, l'enquête s'orientait vers la communauté universitaire. Les témoignages recueillis ont rapidement permis d'établir une chronologie précise. Valérie avait quitté l'hôpital à 23h27 selon les registres de sortie. L'agression avait probablement eu lieu entre 23h40 et minuit, d'après la température corporelle et les premières analyses médico-légales. Reed et Laurent ont passé au crible la liste du personnel hospitalier, des étudiants et des visiteurs enregistrés ce soir-là. Un nom est rapidement apparu dans leur radar. Trenton Pierce, professeur américain invité au département de neurologie, qui avait quitté l'hôpital 15 minutes après Valérie. Son badge avait été utilisé pour sortir du bâtiment principal à 23h42. Les premiers interrogatoires de Pierce ont révélé des incohérences troublantes. L'homme, âgé de 43 ans, prétendait être rentré directement à son appartement situé près de la Bastille, dans la direction opposée au parc. Cependant, aucun témoin ne pouvait confirmer son alibi. « Je ne connais pas cette étudiante », avait-il affirmé avec une assurance que Reed jugeait excessive. «
J'ai croisé des dizaines d'internes pendant ma visite. Impossible de me souvenir de chacun d'eux. Pourtant, les registres hospitaliers indiquaient que Valérie avait assisté à 3 des conférences de Pierce et qu'ils avaient été vus en conversation dans la cafétéria 2 jours avant l'agression. Un détail que Pierce a finalement admis lors d'un second interrogatoire, qualifiant l'échange de banal et professionnel. Pendant ce temps, l'analyse des échantillons prélevés progressait lentement. Les laboratoires de la police scientifique de Lyon, mieux équipés que ceux de Grenoble, avaient pris en charge les prélèvements biologiques. Les premiers résultats confirmaient seulement que l'ADN, sous les ongles de Valérie, appartenait à un homme. Les techniques de l'époque ne permettaient pas d'en dire plus. La communauté universitaire de Grenoble, secouée par l'agression, oscillait entre peur et colère. Des groupes d'étudiants s'organisaient pour accompagner leurs camarades lors des trajets nocturnes. L'administration avait renforcé la sécurité sur le campus, installant des téléphones d'urgence et augmentant les patrouilles. Après 3 semaines de coma, Valérie s'est finalement réveillée. Les dommages cérébraux causés par l'agression avaient cependant affecté sa mémoire. Elle ne se souvenait pas des circonstances de l'attaque, ni même de sa journée à l'hôpital, une amnésie post-traumatique que les médecins jugeaient probablement permanente. C'est comme si quelqu'un avait effacé un fichier sur un ordinateur, avait expliqué le neurologue Aride. Les souvenirs de cette soirée ont été perdus lors du traumatisme. Sans témoin oculaire et avec une victime incapable de fournir une description, l'enquête s'enlisait. Les soupçons autour de Trenton Pierce persistaient, mais aucune preuve matérielle ne permettait de l'inculper. Ses vêtements, saisis lors d'une perquisition de son appartement, ne présentaient aucune trace de l'agression. Aucune égratignure n'avait été observée sur ses bras ou son visage lors de son interpellation, contredisant l'hypothèse qu'il aurait été griffé par Valérie. D'autres suspects ont émergé puis ont été écartés. Un technicien de laboratoire au comportement étrange, un patient psychiatrique récemment libéré, un étudiant obsédé par Valérie. Chaque piste s'est révélée infructueuse. Les échantillons biologiques, précieusement conservés dans les laboratoires de Lyon, ont été catalogués et archivés, en attendant que la science progresse suffisamment pour les exploiter pleinement. Une décision visionnaire de la part du juge d'instruction, qui avait ordonné leur conservation indéfinie, malgré les protocoles habituels de destruction après 5 ans. À mesure que les mois passaient, l'affaire perdait en intensité. Reed et Laurent étaient affectés à d'autres enquêtes plus urgentes, plus récentes. Le dossier « Agression Rousseau » s'épaississait de rapports et contre-rapports, mais aucune avancée significative n'émergeait. Valérie, marquée physiquement et psychologiquement par son agression, a abandonné ses études de médecine. Après une longue rééducation, elle a quitté Grenoble pour s'installer à Lyon, cherchant à reconstruire sa vie loin des souvenirs traumatisants que la ville alpine lui évoquait désormais. En 1989, 6 ans après les faits, le dossier a été officiellement classé parmi les affaires non résolues de la police judiciaire de Grenoble. Une décision administrative qui consacrait l'échec de l'enquête, mais qui n'effaçait pas les cicatrices laissées sur Valérie Rousseau et sur la communauté universitaire de Grenoble. Ce que personne ne pouvait prévoir, c'est que 3 décennies plus tard, à des milliers de kilomètres de là, une agression similaire allait rouvrir les plaies de l'affaire Rousseau et relancer une enquête que tous croyaient définitivement enterrée. À Denver, Colorado, la technologie et le hasard allèrent s'allier pour déterrer des secrets enfouis depuis longtemps dans la brume grenobloise de novembre 1983. Le dossier Agression Rousseau avait trouvé sa place dans les archives poussiéreuses du commissariat de Grenoble, relégué parmi des centaines d'affaires non résolues. Une boîte en carton défraîchi contenant des rapports jaunis, des photographies en noir et blanc, et ces précieux échantillons biologiques qui attendaient patiemment que la science les fasse parler. Trenton Pierce, le professeur américain qui avait été le principal suspect, avait quitté la France 6 mois après l'agression, son contrat à l'université achevé. Les services de police avaient maintenu une surveillance discrète jusqu'à son départ, mais rien dans son comportement n'avait renforcé les soupçons qui pesaient sur lui.
Il était retourné à Boston pour reprendre son poste à Harvard Medical School, laissant derrière lui une ombre de suspicion jamais confirmée. L'inspecteur Mason Reed avait tenté de maintenir l'enquête active, convaincu que l'agresseur frapperait à nouveau. Il avait établi un profil psychologique rudimentaire, s'appuyant sur les méthodes américaines qui commençaient tout juste à être reconnues en Europe. « Notre homme est méthodique, organisé », avait-il expliqué à sa collègue Sylvie Laurent lors d'une de leurs dernières réunions sur l'affaire. Il connaissait les habitudes de Valérie, son trajet. Ce n'est pas un crime d'opportunité, mais une attaque planifiée. Reed avait insisté pour créer une base de données des agressions similaires dans la région Rhône-Alpes, espérant identifier un schéma, une signature qui permettrait de relier plusieurs affaires au même agresseur. Cette initiative, trop avant-gardiste pour l'époque, s'était heurtée à la bureaucratie et aux méthodes traditionnelles d'enquête encore prédominantes dans la police française des années 1980. En 1987, Reed avait été rappelé aux États-Unis pour intégrer la nouvelle unité d'analyse comportementale du FBI à Quantico. Son départ avait sonné le glas des derniers efforts actifs sur l'affaire Rousseau. Sylvie Laurent, promue capitaine en 1988, avait conservé un intérêt personnel pour ce dossier qui l'avait marqué au début de sa carrière. Elle avait maintenu un contact sporadique avec Valérie, suivant de loin sa reconstruction. L'ancienne étudiante en médecine s'était réorientée vers la psychologie, spécialisée dans le traitement des stress post-traumatiques. Une façon peut-être de donner un sens à sa propre expérience traumatisante. En janvier 1989, le juge d'instruction avait officiellement classé l'affaire. Un tampon rouge non élucidé avait été apposé sur la couverture du dossier, une formalité administrative qui entérinait l'échec de la justice face à ce crime. Le jour du classement, Laurent avait relu une dernière fois l'ensemble du dossier, à la recherche d'un détail négligé, d'une piste abandonnée trop rapidement. Elle s'était attardée sur les rapports de la police scientifique, notamment sur l'analyse des fibres retrouvées sur les vêtements de Valérie. Fibres synthétiques bleues, composition polyester élastane, probablement issues d'un vêtement de type uniforme professionnel, indiquait le rapport. Une information qui avait orienté les soupçons vers le personnel hospitalier à l'époque, sans permettre d'identifier précisément la source. Laurent avait également revu les témoignages recueillis dans les jours suivant l'agression. Une étudiante en pharmacie avait mentionné avoir croisé un homme en tenue médicale bleue près du parc vers 23h30, mais n'avait pu fournir aucune description précise dans la pénombre et le brouillard. Un autre témoin, un chauffeur de taxi, avait signalé avoir déposé un type d'environ 30 ans, peut-être américain vu son accent, près de la gare de Grenoble à 1h15 du matin. Un témoignage jugé trop vague et trop tardif par rapport à l'heure estimée de l'agression pour être véritablement exploité. Ces fragments d'informations, ces bribes de témoignages incertains formaient un puzzle incomplet dont de nombreuses pièces manquantes interdisaient toute vision d'ensemble cohérente. Les années 1990 avaient vu l'émergence et le perfectionnement des techniques d'analyse ADN dans les enquêtes criminelles. En France, le fichier national automatisé des empreintes génétiques, FENA-EG, avait été créé en 1998, suite à l'affaire Guy Georges. Mais cette avancée technologique était arrivée trop tard pour l'affaire Rousseau, désormais enterrée dans les limbes administratives des archives judiciaires. Valérie, de son côté, avait progressivement reconstruit une vie. Installée à Lyon, elle avait ouvert un cabinet de psychologie spécialisé dans l'accompagnement des victimes de violences. Elle s'était mariée en 1995 avec un architecte, Thomas Bernier, et avait donné naissance à une fille, Léa, en 1997. Sa cicatrice faciale, vestige de l'agression, s'était estompée avec le temps et les interventions chirurgicales, mais demeurait visible sous certains angles, rappel indélébile de cette nuit de novembre 1983. En 2005, 22 ans après les faits, le commissariat de Grenoble avait entrepris une numérisation de ses archives dans le cadre d'un projet national de modernisation. Le dossier Rousseau avait été scanné, indexé et intégré à la base de données nationale des affaires non résolues. Une opération technique,
sans réelle volonté de rouvrir l'enquête, mais qui avait eu le mérite de préserver les informations pour les générations futures d'enquêteurs. À cette occasion, les échantillons biologiques conservés à Lyon avaient été répertoriés dans le système informatique, avec une mention spéciale sur leur potentiel intérêt scientifique. Échantillons ADN non analysés avec les techniques modernes, à conserver prioritairement, avait noté le technicien chargé de l'inventaire. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de Grenoble, la carrière de Trenton Pierce avait prospéré. Devenu chef du département de neurologie à Harvard, il avait publié des travaux majeurs sur les traumatismes cérébraux et était considéré comme une autorité mondiale dans son domaine. L'ombre des soupçons qui avaient pesé sur lui en France semblait définitivement dissipée, oubliée de tous, sauf peut-être de lui-même. Et quelque part dans le monde, un homme dont l'ADN dormait sous les ongles de Valérie Rousseau poursuivait sa vie, ignorant peut-être que les progrès scientifiques réduisaient inexorablement la distance entre lui et la justice. En 2019, lorsque l'agression de Brooke Harlow à Denver allait secouer la poussière accumulée sur l'affaire Rousseau, personne ne pouvait imaginer les ramifications internationales que ce nouveau crime allait engendrer, ni comment les technologies modernes allaient tisser un lien implacable entre ces deux attaques séparées par 36 années et un océan. La vérité, enfouie depuis si longtemps, allait enfin émerger de l'obscurité, révélant un parcours criminel dont l'affaire Rousseau n'avait été qu'un chapitre parmi d'autres, écrit dans l'anonymat que seule la science moderne pouvait désormais lever. À Denver, le destin préparait son prochain coup, ignorant les frontières et le temps qui séparait deux femmes que rien ne destinait à être liées par la même main criminelle. Le 17 octobre 2019, Denver se réveillait sous un ciel d'automne particulièrement lumineux. Les montagnes rocheuses se découpaient nettement à l'horizon, leur sommet déjà saupoudré des premières neiges de la saison. Dans les rues du quartier de Cherry Creek, la routine matinale suivait son cours habituel. Joggers pressés, employés se dirigeant vers le centre-ville, étudiants rejoignant l'université. C'est dans ce décor paisible que Brooke Harlow, infirmière de 32 ans au Denver Memorial Hospital, avait entamé sa journée comme tant d'autres avant celle-ci. Après une garde de nuit de 12 heures, elle avait quitté l'hôpital à 7h30, épuisée mais satisfaite. Son trajet quotidien la menait à travers le Cheeseman Park, un espace vert apprécié des habitants du quartier pour sa tranquillité. À 7h52, la tranquillité du parc avait été brisée par un cri. Martin Reeves, un retraité promenant son chien, avait découvert Brooke inconsciente sur un chemin secondaire du parc, son sac renversé près d'elle, son uniforme d'infirmière maculé de sang. L'appel aux urgences, passé à 7h54, avait déclenché une réaction rapide des services de police de Denver. La première patrouille était arrivée sur les lieux à 8h01, suivie de près par une ambulance qui avait transporté la victime, toujours inconsciente, vers le même hôpital où elle travaillait. Le détective Camden Walsh, 41 ans, de la brigade criminelle de Denver, avait été chargé de l'enquête. Arrivé sur la scène à 8h17, il avait immédiatement été frappé par la méthode utilisée par l'agresseur. L'attaque présente des caractéristiques précises, avait-il noté dans son rapport préliminaire. La victime a été frappée par derrière avec un objet contondant, probablement métallique, ciblant spécifiquement la base du crâne et les épaules. L'agresseur semble avoir délibérément évité les zones potentiellement létales, suggérant une intention de neutraliser plutôt que de tuer. Cette observation, consignée dans le rapport initial, allait s'avérer cruciale pour la suite des événements, bien que Walsh ne pouvait alors en mesurer l'importance. L'équipe médico-légale, dirigée par la docteure Hélène Cortez, avait méticuleusement collecté les preuves sur la scène du crime. Fibres, empreintes de pas partiels dans la terre meuble près d'un buisson où l'agresseur semblait s'être caché, et surtout des traces biologiques sous les ongles de la victime, indiquant qu'elle s'était défendue. Elle a réussi à griffer son agresseur, avait confirmé Cortez en prélevant soigneusement les échantillons. Ces cellules épidermiques nous donneront un profil ADN exploitable.
Contrairement à l'affaire de Grenoble, 36 ans plus tôt, la police de Denver disposait en 2019 des technologies les plus avancées en matière d'analyse génétique. Le laboratoire médico-légal de la police du Colorado pouvait désormais obtenir un profil ADN complet à partir de quantités infimes de matériel biologique en moins de 48 heures. Pendant que les techniciens s'affairaient sur la scène de crime, Walsh avait commencé à interroger les témoins potentiels. Le parc, relativement fréquenté même à cette heure matinale, avait fourni plusieurs témoignages parcellaires. Une joggeuse avait aperçu un homme de taille moyenne portant une veste sombre et un sac à dos, quittant précipitamment le parc vers 7h50. Un livreur, préparant l'ouverture d'un café voisin, avait remarqué un type en bleu foncé, peut-être un uniforme, marchant rapidement sur la 8e avenue à 2 pâtés de maison du parc vers 8 heures. Ces descriptions, bien que vagues, avaient orienté les premières recherches vers le personnel hospitalier ou médical. Une piste renforcée par le fait que Brooke, comme Valérie Rousseau à Grenoble, travaillait dans le milieu médical et avait été agressée après son service. À l'hôpital, l'état de Brooke s'était stabilisé. Contrairement à Valérie, elle n'était pas tombée dans le coma, mais souffrait d'une commotion cérébrale sévère et de multiples contusions. Les médecins avaient autorisé un bref interrogatoire 24 heures après son admission. « Je ne me souviens pas clairement de l'attaque », avait-elle expliqué à Walsh, la voix encore faible. « J'ai senti une présence derrière moi, puis une douleur fulgurante. J'ai essayé de me défendre. J'ai griffé quelqu'un, je crois. Ensuite, tout est devenu noir. » Un détail, cependant, avait retenu l'attention du détective. Brooke avait mentionné avoir remarqué, quelques jours avant l'agression, un homme qui semblait observer la sortie du personnel, près de l'entrée de service de l'hôpital. Il portait des vêtements médicaux, comme s'il travaillait à l'hôpital, mais je ne l'avais jamais vu dans mon service. Walsh avait immédiatement demandé les enregistrements des caméras de surveillance de l'hôpital. Denver Memorial, comme la plupart des établissements modernes, disposait d'un système de sécurité complet, avec des caméras couvrant les entrées, sorties et zones communes. Les vidéos des 3 jours précédant l'agression avaient révélé une silhouette correspondant à la description donnée par Brooke. Un homme d'environ 50 ans, portant ce qui semblait être un uniforme paramédical bleu foncé, stationnant à plusieurs reprises près de l'entrée du personnel pendant les changements d'équipe. Son visage, partiellement dissimulé par une casquette et des lunettes, restait difficile à identifier clairement. Parallèlement, le laboratoire avait commencé à analyser les échantillons biologiques. Le profil ADN extrait des cellules retrouvées sous les ongles de Brooke avait été comparé aux bases de données nationales, CODIS, Combined DNA Index System pour les États-Unis, ainsi qu'Interpol pour les profils internationaux. Le 19 octobre, 2 jours après l'agression, le docteur Marcus Holloway, responsable du laboratoire ADN, avait contacté Walsh avec une information surprenante. Le profil ne correspond à aucun individu répertorié dans nos bases de données, avait-il expliqué. Mais le système a identifié une correspondance partielle avec une affaire non résolue en France. Cette découverte inattendue avait intrigué Walsh. Une affaire française liée à une agression à Denver. Le rapport transmis par Holloway mentionnait une similarité génétique significative avec des échantillons prélevés lors d'une agression à Grenoble en 1983. Le système international d'échange de données génétiques, mis en place après les attentats du 11 septembre 2001, permettait désormais aux forces de police du monde entier de comparer leurs profils ADN non identifiés. L'affaire Rousseau, numérisée en 2005 et intégrée à cette base de données, avait ainsi ressurgi 36 ans plus tard, établissant un lien inattendu avec l'agression de Denver. Walsh, intrigué par cette connexion, avait immédiatement contacté la police judiciaire française pour obtenir plus d'informations sur cette ancienne affaire. La similarité des méthodes d'agression, l'attaque par derrière, l'objet contondant, les blessures non létales mais incapacitantes, renforçaient l'hypothèse d'un même agresseur. Mais comment expliquer un tel écart temporel et géographique? Si l'ADN prélevé à Denver
correspondait à celui retrouvé à Grenoble, cela signifiait que l'agresseur avait potentiellement commis des crimes similaires pendant près de 4 décennies sur 2 continents différents. Les implications de cette découverte dépassaient largement le cadre d'une simple agression dans un parc de Denver. Walsh, conscient de l'ampleur que prenait son enquête, avait sollicité l'aide du FBI, notamment de l'unité d'analyse comportementale pour établir un profil plus précis du suspect. L'agent spécial Rebecca Townsend, profileuse expérimentée du FBI, avait rejoint l'enquête le 21 octobre. Après avoir examiné les dossiers des 2 agressions, elle avait formulé une hypothèse troublante. Nous avons potentiellement affaire à un prédateur méthodique qui a opéré pendant des décennies sans être identifié, avait-elle expliqué lors de la première réunion d'équipe. La constance dans sa méthode, le ciblage spécifique de femmes travaillant dans le milieu médical et la maîtrise technique de ses attaques suggèrent une connaissance approfondie du domaine médical. Cette hypothèse orientait les recherches vers un individu ayant potentiellement exercé des professions médicales diverses, possiblement mobiles, capable de s'adapter à différents environnements tout en maintenant un mode opératoire constant. À Grenoble, l'information transmise par la police américaine avait créé une onde de choc. L'affaire Rousseau, oubliée depuis longtemps par tous, sauf quelques anciens enquêteurs, allait soudainement revenir au premier plan, révélant des secrets enfouis depuis plus de 3 décennies. L'inspectrice Dominique Moreau, du service des affaires non résolues de la police judiciaire, avait été chargée de rouvrir le dossier et de coordonner l'enquête avec les autorités américaines. Une collaboration transatlantique s'annonçait, unissant les efforts de 2 générations d'enquêteurs, séparés par le temps, mais reliés par l'ADN d'un criminel qui avait cru pouvoir échapper définitivement à la justice. À Denver comme à Grenoble, une même question se posait désormais. Combien d'autres victimes avaient croisé la route de cet homme entre 1983 et 2019? Et surtout, qui se cachait derrière ce profil génétique qui avait traversé le temps et l'espace pour finalement révéler sa présence? Le 23 octobre 2019, l'inspectrice Dominique Moreau pénétrait dans la salle d'archives souterraine du commissariat central de Grenoble. À 42 ans, cette policière expérimentée s'était spécialisée dans les affaires non résolues, ces cold cases que la justice française commençait tout juste à reconsidérer avec les méthodes modernes d'investigation. Dossier Rousseau, novembre 1983, avait-elle demandé à l'archiviste, un homme proche de la retraite qui connaissait chaque recoin de ce labyrinthe documentaire. Affaire Rousseau. Ah oui, l'étudiante en médecine, avait-il murmuré en parcourant son registre informatique. Section C7, boîte 142. Un moment, je vous prie. Quelques minutes plus tard, Moreau se retrouvait face à une boîte en carton défraîchi portant l'inscription « Agression fait Rousseau » 1183 et le tampon rouge non élucidé qui semblait narguer les enquêteurs ayant travaillé sur cette affaire. Le contenu de la boîte racontait l'histoire d'une enquête méthodique mais limitée par les technologies de son époque. Rapports manuscrits, photographies en noir et blanc de la scène de crime, déposition de témoins dactylographiés, analyse scientifique rudimentaire comparée aux standards actuels. Mais ce qui intéressait particulièrement Moreau se trouvait dans une enveloppe scellée, la référence aux échantillons biologiques conservés au laboratoire central de Lyon. Ces précieux témoins silencieux qui, après 36 ans, pouvaient enfin parler grâce au progrès de la science. Il faut immédiatement transférer ces échantillons à l'IRCGN, avait-elle noté, faisant référence à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, équipé des technologies les plus avancées en matière d'analyse génétique. Moreau avait également été frappé par les similitudes entre l'affaire Rousseau et l'agression récente à Denver. Même type de victime, même méthode d'attaque, même choix délibéré de blesser sans tuer. Ces parallèles renforçaient l'hypothèse d'un même agresseur. Hypothèse que seule l'analyse ADN pourrait confirmer définitivement. En parcourant les rapports d'enquête, un nom revenait régulièrement. Mason Reed, l'inspecteur américain qui avait dirigé l'investigation initiale. Transféré au FBI en 1987, indiquait une note en marge du dernier rapport. Une coïncidence qui méritait d'être explorée, pensa Moreau.
Pendant ce temps, à Denver, le détective Camden Walsh poursuivait son enquête avec une énergie renouvelée par cette connexion internationale. L'état de Brooke Harlow s'améliorait progressivement, permettant des interrogatoires plus approfondis qui, malheureusement, n'apportaient pas d'éléments nouveaux significatifs. Les enregistrements des caméras de surveillance de l'hôpital avaient été analysés en détail. L'homme suspect, observé près de l'entrée du personnel, apparaissait sur 3 jours consécutifs précédant l'agression, toujours aux heures de changement d'équipe, entre 7 heures et 8 heures du matin. Il étudiait les habitudes du personnel, avait conclu Rebecca Townsend, la profileuse du FBI. Ce niveau de préparation confirme notre hypothèse d'un prédateur méthodique et patient. Le 25 octobre, une vidéoconférence avait réuni les enquêteurs américains et français. Pour la première fois, les 2 équipes partageaient directement leurs informations, créant un pont par-dessus les décennies qui séparaient les 2 agressions. Nos analyses préliminaires confirment une forte probabilité de correspondance entre les 2 profils ADN, avait annoncé le docteur Marcus Holloway depuis Denver. Nous parlons d'une correspondance de 98,7%, ce qui est statistiquement significatif au-delà de tout doute raisonnable. Cette confirmation scientifique avait galvanisé les équipes. Si le même homme avait commis ces 2 agressions à 36 ans d'intervalle sur 2 continents différents, combien d'autres victimes avait-il pu faire entre ces 2 dates? Nous devons établir une chronologie de ces déplacements, avait suggéré Moreau. Un individu qui se déplace entre l'Europe et les États-Unis laisse nécessairement des traces administratives. Visa, emploi, location. Walsh avait approuvé cette approche. Les professions médicales sont particulièrement mobiles et recherchées internationalement. Notre suspect pourrait avoir utilisé ses qualifications pour voyager et s'établir facilement dans différents pays. Une nouvelle piste avait émergé lorsque Sylvie Laurent, désormais commissaire divisionnaire à Lyon, avait rejoint la vidéoconférence. Ayant travaillé sur l'affaire Rousseau à ses débuts, elle apportait une perspective unique sur l'enquête initiale. Nous avions identifié des fibres bleues sur les vêtements de Valérie, avait-elle rappelé. L'analyse de l'époque suggérait un uniforme professionnel médical, mais nous avions principalement orienté nos soupçons vers les médecins et professeurs, notamment Trenton Pierce. Cette information résonnait étrangement avec la description de l'homme aperçu près de l'hôpital de Denver, également vêtu d'un uniforme médical bleu. Un détail qui, à l'époque, n'avait pas reçu toute l'attention qu'il méritait. Et si nous avions regardé dans la mauvaise direction, avait poursuivi Laurent, et si notre suspect n'était pas un médecin ou un professeur, mais plutôt un personnel paramédical, un infirmier, un technicien, un ambulancier. Cette hypothèse ouvrait de nouvelles perspectives d'investigation. Les registres du personnel de l'hôpital universitaire de Grenoble en 1983 avaient été conservés et numérisés lors du projet d'archivage de 2005. Ils pouvaient désormais être analysés avec un regard neuf à la recherche d'individus correspondant à ce profil potentiel. Le 27 octobre, l'IRCGN avait confirmé les résultats américains. Les échantillons biologiques prélevés sous les ongles de Valérie Rousseau en 1983 et ceux retrouvés sur Brooke Harlow en 2019 provenaient du même homme. Nous avons extrait un profil ADN complet des échantillons de 1983, avait expliqué le docteur Sophie Vernant, généticienne à l'IRCGN. La préservation était remarquable, probablement due aux conditions de stockage optimales. Ce profil correspond sans ambiguïté à celui transmis par nos collègues américains. Cette confirmation scientifique avait transformé ce qui était jusqu'alors une hypothèse en certitude. Un même homme avait agressé ces 2 femmes à 36 ans d'intervalle, sur 2 continents différents. En parallèle, Moreau avait commencé à explorer les archives du personnel hospitalier de Grenoble. Les registres de 1983 mentionnaient 37 employés masculins dans la catégorie personnel paramédical, infirmiers, aides-soignants, brancardiers, techniciens de laboratoire et ambulanciers. Parmi ces noms, 3 avaient particulièrement retenu son attention. Des employés temporaires ou contractuels qui avaient travaillé à l'hôpital pendant moins d'1 an en 1983.
L'un d'eux, Fletcher Blackwell, était un ambulancier américain qui avait effectué un remplacement de 6 mois à Grenoble, d'août 1983 à janvier 1984, dans le cadre d'un programme d'échange professionnel. Blackwell Fletcher, 27 ans en 1983, citoyen américain, ambulancier certifié. Arrivé à Grenoble le 15 août 1983, contrat terminé le 20 janvier 1984, indiquait sa fiche personnelle. Évaluation professionnelle, compétent, discipliné, maîtrise correcte du français. A demandé à prolonger son contrat, mais a finalement quitté le poste pour raisons personnelles avant la fin prévue. Ces raisons personnelles, invoquées pour un départ précipité, moins de 3 mois après l'agression de Valérie, constituaient un signal d'alerte pour Moreau. D'autant plus que ce départ coïncidait avec l'intensification de l'enquête et les premiers soupçons orientés vers le personnel hospitalier. Cette découverte avait été immédiatement partagée avec Walsh et l'équipe américaine. Le nom de Fletcher Blackwell était désormais au centre de l'enquête transatlantique. Nous devons retracer son parcours depuis 1984, avait déclaré Walsh lors d'une nouvelle vidéoconférence. 36 ans de déplacement, d'emploi, potentiellement d'autres victimes. Les bases de données du FBI avaient fourni des informations partielles, mais cruciales. Fletcher Blackwell avait exercé comme ambulancier puis paramédical dans plusieurs villes américaines. Boston, 1984-1988, Chicago, 1988-1995, Seattle, 1995-2003, puis Denver depuis 2017, avec des périodes intermédiaires moins documentées. Il a travaillé pour diverses compagnies privées d'ambulance et services d'urgence, avait précisé l'agent Townsend. Ce type d'emploi offre une mobilité parfaite et un accès privilégié aux hôpitaux sans éveiller de soupçons. Le profil qui se dessinait était celui d'un prédateur méthodique, patient, capable de s'intégrer parfaitement dans son environnement professionnel tout en repérant et ciblant ses victimes potentielles. Le 30 octobre, une découverte majeure avait fait basculer l'enquête. Les archives de la police de Chicago révélaient 3 agressions non résolues entre 1990 et 1994, toutes impliquant des infirmières ou étudiantes en médecine, toutes présentant le même mode opératoire que les affaires de Grenoble et Denver. Les échantillons biologiques de ces affaires ont-ils été conservés? Avait immédiatement demandé Walsh. La réponse était partiellement positive. 2 des 3 affaires de Chicago disposaient encore d'échantillons exploitables, stockés dans les archives du laboratoire médico-légal de l'Illinois. En quelques jours, ces nouveaux éléments avaient transformé l'enquête en une vaste opération internationale, impliquant désormais le FBI, la police judiciaire française et les services de police de plusieurs villes américaines. Le visage du suspect, Fletcher Blackwell, âgé maintenant de 63 ans, était recherché dans toutes les bases de données disponibles. La dernière adresse connue de Blackwell se trouvait dans la banlieue de Seattle, où il possédait une maison depuis 2001, bien qu'il travaillât à Denver depuis 2017, faisant régulièrement la navette entre les 2 villes. Le puzzle se complétait progressivement, révélant le parcours sinueux d'un criminel qui avait su rester dans l'ombre pendant près de 4 décennies, se déplaçant stratégiquement lorsque les soupçons s'intensifiaient, mais incapable d'échapper à la science qui avait patiemment attendu son heure pour le démasquer. À Grenoble, Dominique Moreau préparait désormais la phase la plus délicate de l'enquête, contacter Valérie Rousseau, devenue Valérie Bernier, pour l'informer que l'homme qui l'avait agressé 36 ans plus tôt avait potentiellement été identifié, et qu'elle pourrait être appelée à témoigner dans une affaire aux ramifications internationales inattendues. Lyon, le 2 novembre 2019. Valérie Bernier, née Rousseau, terminait sa journée de consultation dans son cabinet de psychologie. À 59 ans, elle avait construit une carrière respectée, spécialisée dans l'accompagnement des victimes de traumatisme. La fine cicatrice qui barrait sa tempe gauche s'était estompée avec les années, mais demeurait visible, sous certains angles, vestige indélébile de cette nuit de novembre 1983. Son téléphone avait sonné à 18h12 précisément. Le numéro affiché, préfixe 04, indiquait un appel de la région grenobloise. Une région qu'elle avait quittée il y a plus de 3 décennies.
emportant avec elle des souvenirs qu'elle s'efforçait encore d'apprivoiser. Madame Bernier, inspectrice Dominique Moreau, police judiciaire de Grenoble. Ces simples mots avaient suffi à faire ressurgir le passé avec une acuité douloureuse. Valérie s'était assise lentement, le souffle court, pressentant que cet appel allait bouleverser l'équilibre qu'elle avait mis tant d'années à construire. « Nous avons des développements concernant votre agression de 1983, avait poursuivi Moreau d'une voix posée, professionnelle mais empreinte de considération. Serait-il possible de vous rencontrer pour en discuter ? Le lendemain, dans un salon privé d'un hôtel lyonnais choisi pour sa discrétion, Valérie écoutait, incrédule, le récit de Moreau. L'affaire américaine, la correspondance ADN, Fletcher Blackwell, sa carrière d'ambulancier puis de paramédical, son parcours entre la France et les États-Unis, les autres agressions suspectées à Chicago et peut-être ailleurs. Pendant toutes ces années, avait murmuré Valérie, il a continué. D'autres femmes ont vécu ce que j'ai vécu. Cette réalisation pesait lourdement sur ses épaules. Elle, la psychologue habituée à aider les autres à porter leur fardeau, se retrouvait confrontée à un sentiment complexe de culpabilité rétrospective. Et si l'enquête initiale avait été plus approfondie, et si elle-même avait pu se souvenir de détails supplémentaires? « Vous n'êtes responsable de rien », l'avait rassuré Moreau, percevant son trouble. C'est grâce à votre combat cette nuit-là, aux preuves biologiques préservées sous vos ongles, que nous pouvons aujourd'hui l'identifier. Cette perspective changeait tout. Le traumatisme, cette blessure qui ne cicatrise jamais complètement, trouvait soudain un nouveau sens. Les griffures désespérées d'une étudiante terrifiée étaient devenues, 36 ans plus tard, l'instrument d'une justice longtemps différée. Pendant ce temps, à Seattle, une opération conjointe du FBI et de la police locale se préparait minutieusement. La maison de Fletcher Blackwell, située dans le quartier résidentiel de Magnolia, avait été placée sous surveillance discrète depuis 48 heures. L'agent spécial Rebecca Townsend coordonnait l'opération depuis un van banalisé stationné à distance raisonnable. Les rapports de surveillance indiquaient que Blackwell était rentré de Denver la veille, comme il le faisait régulièrement 2 fois par mois. Suspect confirmé à l'intérieur, avait annoncé l'agent de surveillance à 7h30 ce matin-là. Activité visible dans la cuisine, face est. Le mandat d'arrêt, émis par un juge fédéral sur la base des correspondances ADN entre les affaires de Grenoble et Denver, permettait une intervention immédiate. Cependant, Townsend avait opté pour la patience. « Nous le prenons à sa sortie », avait-elle décidé. Moins de risques, meilleure préservation des preuves potentielles à l'intérieur. À 8h47, Fletcher Blackwell était sorti de sa maison, vêtu d'un pantalon cargo beige et d'une veste imperméable sombre typique du climat humide de Seattle. À 63 ans, il présentait l'apparence d'un homme ordinaire, cheveux grisonnants coupés courts, physique maintenu sans excès, démarche assurée. Rien dans son allure ne trahissait le prédateur méthodique que les enquêteurs avaient commencé à cerner. L'interpellation s'était déroulée avec une précision chirurgicale. Alors qu'il déverrouillait sa voiture, une Honda Accord grise récente, 4 agents en civil l'avaient encerclé silencieusement. Fletcher Blackwell, avait déclaré l'agent Townsend en présentant son badge. FBI, vous êtes en état d'arrestation pour l'agression de Brooke Harlow à Denver le 17 octobre 2019. Sa réaction avait été minutieusement observée et consignée. Pas de surprise excessive, pas de protestation véhémente. Juste un regard évaluateur, presque clinique, et une question formulée d'une voix remarquablement calme. Puis-je connaître la nature des preuves qui justifient cette arrestation ? Cette maîtrise de soi, cette capacité à analyser immédiatement la situation sans panique apparente, confirmait le profil psychologique établi par l'équipe d'enquête. Un individu calculateur, méthodique, capable de compartimenter ses actions et de maintenir une façade de normalité. La perquisition de sa maison avait révélé une habitation impeccablement rangée, presque clinique dans son organisation. Une pièce entière était dédiée à l'archivage méticuleusement organisé de documents professionnels. Certificats, formations, évaluations. Une carrière soigneusement documentée de paramédical respecté.
Dans le sous-sol, derrière une bibliothèque pivotante digne d'un film d'espionnage, les enquêteurs avaient découvert une petite pièce aménagée en bureau dont les murs étaient couverts de coupures de presse soigneusement plastifiées. Des articles relatant des agressions non résolues dans différentes villes américaines, mais aussi européennes, Paris, Londres, Berlin, Madrid. Il collectionnait ces trophées, avait commenté Townsend, photographiant méthodiquement chaque article. Mais pas d'objet physique, juste la reconnaissance médiatique de ses actes. L'analyse de son ordinateur avait révélé des recherches récentes sur les techniques modernes d'analyse ADN, les bases de données génétiques internationales et les délais de prescription pour différents types de crimes violents dans divers pays. Il savait que la technologie le rattrapait, avait conclu Walsh lors d'une vidéoconférence avec l'équipe française. Ses recherches montrent qu'il évaluait activement les risques d'être identifié. En France, l'enquête progressait parallèlement. Les archives de l'hôpital universitaire de Grenoble avaient fourni des informations supplémentaires sur le séjour de Blackwell en 1983. Son dossier de candidature mentionnait des expériences professionnelles préalables à Boston et Minneapolis, deux villes où des agressions similaires non résolues avaient été signalées entre 1979 et 1982. Sylvie Laurent, reprenant les témoignages de l'époque avec un regard neuf, avait identifié une mention jusqu'alors négligée. Un chauffeur de taxi avait signalé avoir transporté un Américain parlant français avec un accent vers la gare de Grenoble dans la nuit de l'agression. Le passager avait demandé à être déposé à une heure inhabituelle pour prendre le premier train pour Genève. Les registres ferroviaires de l'époque, miraculeusement conservés dans les archives départementales, confirmaient qu'un train pour Genève partait de Grenoble à 4h17 ce matin-là. Une vérification des entrées sur le territoire suisse avait révélé que Fletcher Blackwell avait effectivement franchi la frontière à Genève le 4 novembre 1983, soit moins de 12 heures après l'agression de Valérie. Il a fui temporairement, avait théorisé Moreau, probablement pour évaluer si l'enquête s'orientait vers lui. Puis il est revenu, constatant que les soupçons se portaient plutôt sur Pierce. Cette reconstitution des événements expliquait la demande de Blackwell de terminer prématurément son contrat pour raisons personnelles en janvier 1984, alors que l'enquête piétinait et que l'attention se portait sur Trenton Pierce. Le 5 novembre 2019, une semaine après l'arrestation de Seattle, les analyses génétiques des échantillons prélevés dans la maison de Blackwell avaient confirmé sans ambiguïté sa correspondance avec l'ADN retrouvé à Grenoble et Denver. Des traces de son ADN avaient également été identifiées sur deux objets conservés dans sa salle des trophées. Un article de journal grenoblois relatant l'agression de Valérie et une écharpe bleue soigneusement pliée dans une boîte transparente hermétique. L'écharpe de Valérie avait confirmé Laurent en consultant les photos d'archives. Elle portait cette écharpe bleue la nuit de l'agression. Elle est mentionnée dans l'inventaire initial, mais avait été signalée manquante lors du transfert des preuves. Fletcher Blackwell, confronté à ces preuves accablantes lors de son interrogatoire à Seattle, avait maintenu un silence calculé, se contentant de répondre « Je souhaite m'entretenir avec mon avocat avant toute déclaration ». Cette attitude froide, dénuée de l'émotion que manifesterait un innocent injustement accusé, renforçait le profil psychologique établi par les enquêteurs. Un individu capable de compartimentation psychologique extrême, maintenant une façade de normalité professionnelle, tout en perpétrant des actes d'une violence calculée. L'analyse de ses déplacements professionnels entre 1984 et 2019, croisée avec les bases de données d'agression non résolues, avait permis d'identifier 13 cas potentiellement liés à Blackwell dans 7 villes différentes, Boston, Minneapolis, Chicago, Denver, Seattle aux États-Unis, mais aussi Genève et Milan en Europe. Un prédateur international qui a utilisé sa profession comme couverture et moyen d'accès à ses victimes, avait résumé Walsh lors de la conférence de presse conjointe organisée le 8 novembre. L'arrestation de Fletcher Blackwell démontre que, grâce aux avancées technologiques et à la coopération internationale,
Aucun criminel ne peut se croire définitivement à l'abri de la justice, même après plusieurs décennies. À Lyon, Valérie avait suivi cette conférence de presse à la télévision, entourée de sa famille. Pour la première fois depuis 36 ans, elle voyait le visage de l'homme qui avait bouleversé sa vie. Un visage ordinaire, vieilli, presque banal. Pas le monstre qu'elle avait imaginé pendant toutes ces années, mais un homme qui avait choisi méthodiquement de faire le mal, tout en maintenant une apparence de normalité. « C'est fini », avait murmuré sa fille Léa en lui serrant la main. « Il ne pourra plus jamais faire de mal à personne. » Mais Valérie savait que ce n'était pas vraiment fini. Le processus judiciaire ne faisait que commencer. Et pour elle, comme pour les autres victimes identifiées, un nouveau chapitre s'ouvrait. Celui de la confrontation directe avec leur agresseur dans le cadre d'un procès qui s'annonçait comme l'un des plus complexes de l'histoire judiciaire récente, impliquant 2 continents, 4 décennies de crimes, et un nombre encore indéterminé de victimes dont la voix allait enfin pouvoir être entendue. Le 15 mars 2021, le palais de justice fédéral de Seattle ouvrait ses portes sous une pluie fine, caractéristique du printemps dans le nord-ouest américain. Des journalistes du monde entier s'étaient massés devant le bâtiment imposant, attendant l'arrivée des protagonistes de ce qui était déjà qualifié par les médias de procès du siècle en matière de cold case. Après 16 mois d'une procédure judiciaire complexe, marquée par des batailles juridiques acharnées sur la recevabilité des preuves anciennes et la juridiction applicable aux crimes commis à l'étranger, le procès de Fletcher Blackwell allait enfin commencer. La procureure fédérale Elena Vega, 48 ans, avait été chargée de ce dossier exceptionnel. Réputée pour sa rigueur et sa capacité à rendre accessibles aux jurés les affaires les plus techniques, elle portait sur ses épaules la responsabilité de faire justice pour des victimes dont certaines attendaient depuis près de 4 décennies. L'affaire que nous présentons aujourd'hui transcende les frontières et le temps, avait-elle déclaré dans son discours d'ouverture. Elle démontre que la vérité, aussi profondément enfouie soit-elle, finit par émerger. Face à elle, l'équipe de défense menée par Me Howard Stern, avocat spécialisé dans les affaires criminelles complexes, avait adopté une stratégie reposant sur la contestation systématique des preuves anciennes et la remise en question de la fiabilité des analyses ADN effectuées sur des échantillons conservés pendant tant d'années. Au centre de cette bataille judiciaire, Fletcher Blackwell apparaissait chaque jour en costume sombre, impassible, observant les procédures avec une attention clinique qui troublait observateurs et jurés. Son regard ne trahissait aucune émotion, même lorsque les témoignages les plus accablants étaient présentés. La première semaine du procès avait été consacrée aux aspects scientifiques de l'affaire. Des experts en génétique forensique de renommée internationale avaient expliqué aux jurés comment l'ADN prélevé sous les ongles de Valérie Rousseau en 1983 avait pu être préservé et analysé avec les technologies modernes. La conservation à basse température, dans un environnement contrôlé, a permis de maintenir l'intégrité des échantillons, avait expliqué le docteur Marcus Holloway, appelé à témoigner sur les analyses effectuées à Denver. Les techniques actuelles nous permettent d'obtenir un profil ADN complet à partir de quantités infimes de matériel biologique, même après plusieurs décennies. La défense avait tenté de semer le doute sur la chaîne de conservation des preuves, soulignant les multiples transferts et manipulations des échantillons au fil des ans. Mais les registres méticuleusement tenus par les laboratoires français puis américains avaient résisté à cet examen critique. La deuxième semaine avait vu défiler à la barre une série d'experts en analyse comportementale qui avaient décortiqué le mode opératoire si particulier de Blackwell, le choix de victimes dans le milieu médical, l'observation préalable de leurs habitudes, l'attaque par derrière avec un objet contondant, les blessures intentionnellement non létales mais incapacitantes. Ce schéma comportemental constitue une signature aussi unique qu'une empreinte digitale, avait affirmé l'agent Rebecca Townsend, témoignant sur le profil psychologique établi par le FBI. La constance de cette méthode sur 4 décennies et 2 continents ne peut s'expliquer que par l'action d'un même individu.
Mais c'est la troisième semaine qui avait marqué un tournant émotionnel dans le procès avec l'arrivée des victimes venues témoigner. Brooke Harlow, l'infirmière de Denver dont l'agression avait déclenché toute l'affaire, avait été la première à prendre la parole. Je sentais depuis plusieurs jours une présence, quelqu'un qui m'observait, avait-elle décrit d'une voix qui s'efforçait de rester ferme. Ce matin-là, dans le parc, j'ai eu cette intuition. J'ai tenté de me retourner, mais il était déjà trop tard. Son témoignage avait été suivi par celui de Meredith Collins, agressée à Chicago en 1992, puis de Sophia Anderson, victime à Seattle en 1997. Chacune décrivait une expérience similaire, cette sensation d'être observée, suivie d'une attaque fulgurante et calculée. Puis le 1er avril 2021, un silence particulier s'était installé dans la salle d'audience lorsque Valérie Bernier, née Rousseau, était entrée. À 61 ans, elle portait avec dignité le poids de 4 décennies d'attente. Venue spécialement de France, accompagnée de sa famille et de l'inspectrice Dominique Moreau, elle allait confronter pour la première fois l'homme qui avait bouleversé sa vie cette nuit de novembre 1983. « Madame Bernier », avait commencé la procureure Vega, « pourriez-vous nous raconter ce dont vous vous souvenez de cette soirée à Grenoble ?» Valérie avait pris une profonde inspiration. Son regard avait croisé brièvement celui de Blackwell, impassible à la table de la défense, avant de se tourner vers les jurés. « Je me souviens du brouillard », avait-elle commencé en anglais, avec un léger accent français, de mes pas qui résonnaient dans le parc, du silence, puis de cette présence derrière moi si soudaine. Elle avait expliqué comment l'agression avait non seulement affecté son corps, 3 mois d'hospitalisation, 1 année de rééducation, des séquelles neurologiques persistantes, mais aussi bouleversé toute sa trajectoire de vie. J'étais en 4e année de médecine. Je rêvais de devenir chirurgienne. Après l'agression, mes mains tremblaient trop pour tenir un scalpel. Ce qui avait particulièrement ému la salle, c'était son récit de reconstruction. Comment elle avait réorienté sa vie vers la psychologie, spécifiquement pour aider d'autres victimes de traumatisme. Comment elle avait transformé sa blessure en une force au service des autres. Monsieur Blackwell a changé ma vie, mais il n'a pas réussi à la détruire, avait-elle conclu, regardant directement son agresseur pour la première fois. En fin de compte, j'ai refusé de n'être qu'une victime. La défense, consciente de l'impact émotionnel de ce témoignage, avait limité son contre-interrogatoire à des questions techniques sur la mémoire post-traumatique, tentant de souligner les lacunes dans les souvenirs de Valérie concernant l'agression elle-même. « N'est-il pas vrai que vous ne pouvez pas identifier formellement votre agresseur ?» avait demandé Mustern. « Je ne peux pas le reconnaître visuellement, c'est vrai, » avait admis Valérie. « Mais mon corps, lui, l'a reconnu. » Ces cellules étaient sous mes ongles depuis 38 ans, attendant que la science puisse enfin les faire parler. Cette réponse, prononcée avec une tranquille assurance, avait semblé ébranler momentanément l'apparente impassibilité de Blackwell. Après 6 semaines de procès, la présentation des preuves s'était achevée par l'exposé des éléments découverts lors de la perquisition de la maison de Seattle. La salle des trophées, avec ses coupures de presse, l'écharpe bleue de Valérie conservée pendant près de 4 décennies, les recherches informatiques sur les délais de prescription et les techniques d'analyse ADN. Le 22 avril 2021, après 3 jours de délibération, le jury avait rendu son verdict. Fletcher Blackwell était déclaré coupable de l'agression de Brooke Harlow à Denver et de celle de Valérie Rousseau à Grenoble, ainsi que de 3 autres agressions pour lesquelles des preuves ADN suffisantes avaient pu être réunies. Le 30 avril, lors de l'audience de détermination de la peine, le juge Harold Montgomery avait pris la parole dans une salle comble. « Monsieur Blackwell, vous avez utilisé vos compétences médicales, censées soigner et protéger, pour identifier, traquer et blesser des femmes dont le seul tort était d'exercer une profession dédiée au bien-être d'autrui. Vous avez mené une double vie pendant près de 40 ans, dissimulant derrière une façade de respectabilité professionnelle des actes d'une violence calculée et méthodique. » Le silence dans la salle était absolu lorsque le juge avait prononcé la sentence.
Je vous condamne à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour chacun des 5 chefs d'accusation, les peines devant être purgées consécutivement. Cette sentence, exceptionnellement sévère, reflétait non seulement la gravité des crimes commis, mais aussi leur caractère répété sur une période exceptionnellement longue. Lors d'une conférence de presse organisée après le verdict, Valérie avait pris la parole aux côtés des autres victimes. « La justice a pris son temps, mais elle est finalement arrivée », avait-elle déclaré. « Ce verdict ne peut pas effacer nos cicatrices, mais il peut peut-être empêcher la création de nouvelles victimes. Et il envoie un message puissant. Aucun criminel ne peut se croire définitivement à l'abri, quel que soit le temps écoulé. » Le détective Camden Walsh, l'inspectrice Dominique Moreau, et tous ceux qui avaient contribué à résoudre cette affaire exceptionnelle se tenaient en retrait, laissant la lumière se porter sur ces femmes dont la résilience avait finalement permis que justice soit rendue. Dans les semaines qui suivirent, l'affaire Blackwell avait déclenché une vague de réexamen de cold case dans plusieurs pays. Des échantillons biologiques, conservés depuis des décennies, étaient analysés avec les techniques modernes, donnant un nouvel espoir à des familles de victimes qui attendaient que justice soit rendue. Le cas de Grenoble-Denver était désormais enseigné dans les écoles de police du monde entier comme un exemple de ce que la persévérance, la coopération internationale et les avancées scientifiques pouvaient accomplir face aux crimes les plus anciens. Quant à Fletcher Blackwell, incarcéré dans une prison fédérale de haute sécurité, il n'avait jamais exprimé le moindre remords, ni fourni d'explication à ses actes. Son silence persistant emportait avec lui les réponses aux nombreuses questions qui continuaient de hanter ses victimes. Mais pour Valérie Bernier, ce silence n'avait plus d'importance. En rentrant en France après le procès, elle avait emporté avec elle quelque chose de plus précieux que des explications. La certitude que son combat de quelques secondes dans la brume grenobloise, ce soir de novembre 1983, avait finalement abouti à une victoire, presque 4 décennies plus tard. Et peut-être, dans cette longue attente, résidait une forme de justice poétique. L'homme qui avait passé tant d'années à observer ses victimes dans l'ombre passerait le reste de sa vie à être observé, confiné dans une cellule où aucun brouillard ne pourrait plus jamais le dissimuler.